Bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon. C'est aujourd'hui la deuxième voix féminine de ce podcast qui vous présente ce 5e et dernier épisode avant la pause estivale. Nous tenons à vous remercier de nous suivre depuis maintenant 4 mois. Je tiens également à nous féliciter d'avoir tenu aussi longtemps malgré notre toute première année en études supérieures et nos examens. Tour d'Horizon est une présentation de l'actualité sous forme de plusieurs rubriques, du féminisme au climat en passant par la politique et l'histoire. Aujourd'hui, nous aborderons la gynécologie, la France sous 4 degrés en plus ou encore les adaptations d'œuvres littéraires au cinéma. Mais avant cela, bienvenue sur Tour d'Horizon. C'est un nouveau travail de recherche qui vient appuyer les alertes historiques du GIEC. Quel climat pour l'Hexagone en 2100 ? C'était le sujet du rapport de Météo France sorti le 20 mars dernier. L'occasion pour toi, Timéo, de t'en saisir dans ta chronique « Les ondes du climat ». Une France qui suffoque pendant plusieurs mois, des sécheresses et feux de forêt à répétition et des inondations plus fréquentes. Voilà l'esquisse des impacts du changement climatique réalisé par Météo France le 20 mars dernier, dans un rapport dessinant la France à plus 4 degrés à l'horizon 2100. Un scénario qui a des chances de se concrétiser en l'absence d'une diminution rapide de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors avant d'aborder les solutions, je vous propose une plongée dans le concret pour se projeter dans un hexagone au risque exacerbé. Une France à plus 4 degrés, c'est d'abord tout un pays où le thermomètre s'emballe. Comprenez par là qu'une année aussi chaude que 2022 deviendrait une année exceptionnellement fraîche à la fin du siècle. Les étés seraient alors 2 à 3 degrés plus chauds qu'actuellement, si bien que la France connaîtrait en moyenne 8 jours de très forte chaleur chaque année, soit une température supérieure à 35 degrés à l'échelle nationale. En comparaison, c'était un jour tous les 2 ans sur la période de référence de 1976 à 2005, mais il y a de fortes disparités selon les régions. Près de la Méditerranée, on suffoquerait alors près de 30 à 40 jours par an en moyenne. Notez d'ailleurs que le terme moyenne n'est pas vide de sens, le rapport soulignant que des variations beaucoup plus fortes pourraient être observées, car les extrêmes climatiques seront eux aussi plus intenses. La France pourrait connaître des records de chaleur supérieurs à 50 degrés dès 2050, et ces valeurs deviendraient probables lors des épisodes caniculaires en 2100. Les nuits tropicales, où les températures minimales dépassent les 20 degrés, seront 12 fois plus nombreuses à la fin du siècle que pendant la période de référence, atteignant même 100 à 120 nuits par an dans les régions méditerranéennes. Plus globalement, c'est tout l'Hexagone qui doit aussi se préparer à essuyer des vagues de chaleur de mi-mai à fin septembre, avec des conséquences notamment sur les rendements agricoles, déjà très éprouvés par les canicules ces dernières années. Et pour ce qui est de l'hiver, le nombre de jours de gel dégringolera sans disparaître pour autant. De 43 jours sur la période de référence de 1976 à 2005, on en observerait en moyenne seulement 16 en 2100. Un hiver moyen actuel deviendrait un hiver froid et la période de neige en montagne se verrait amputée de 1 à 3 mois selon les altitudes. Et qu'est-ce qu'il en est du côté des précipitations ? Il faut s'attendre à une France plus sèche à l'horizon 2100. Le nord du pays connaîtra des sols secs pendant 4 à 5 mois, un chiffre qui pourra même atteindre 7 mois en moyenne dans les régions méridionales. Il est donc assez facile de comprendre que la ressource en eau sera en tension. Mais ce n'est pas tout, car il faut ajouter à cela la récurrence des pluies intenses, dont l'intensité progressera d'ailleurs encore un peu plus, en particulier dans le nord pendant la période hivernale et dans les régions cévenoles, soumises à des épisodes pluvieux plus violents, avec à la clé davantage d'inondations. Voilà ce que l'on peut conclure dans les grandes lignes de notre climat français futur. Et si vous trouvez que la liste est déjà complète, sachez qu'elle n'est pour autant pas exhaustive. Pour plus d'informations, je vous invite évidemment à vous renseigner sur le site de Météo France. En tout cas, face à ces scénarios, le gouvernement a déjà annoncé 52 mesures pour s'adapter à ces phénomènes dans son plan d'adaptation au changement climatique, présenté il y a quelques semaines. Mais celles-ci sont jugées insuffisantes, notamment par le Haut Conseil sur le climat, qui souligne un manque de mesures de grande ampleur et de financement. Par ailleurs, les scientifiques rappellent aussi la nécessité de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, invoquant que sans ça, la faisabilité de l'adaptation deviendrait impossible. Place à notre deuxième partie de chronique et aujourd'hui dans Réponse d'avenir, on s'intéresse à nos océans et plus précisément à ce sommet qui se tenait à Paris ce dimanche et ce lundi. Il est nommé SOS Océan. Alors ce sommet, il intervient à 2 mois de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'installera à Nice en juin prochain et elle réunit de nombreux acteurs, des dirigeants politiques aux scientifiques en passant par les ONG. L'enjeu est de taille car nos océans représentent une source de convoitise très forte pour leurs ressources, au point de parler de surexploitation, un problème quand on
c'est l'ampleur de la faune et de la flore qui y vivent et participent à absorber en très grande quantité les gaz à effet de serre. Les ONG en espèrent donc beaucoup, notamment sur la question des aires marines protégées. Il faut dire que la France est pointée du doigt en la matière, accusée d'autoriser partiellement le chalutage dans ces zones. À l'heure où je vous parle, la plupart des participants attendent encore au tournant la prise de parole du président de la République prévue ce lundi après-midi. Tout est que le sommet suscite l'espoir d'une diplomatie source de décisions fortes pour protéger l'environnement. Et tu souhaitais terminer par une invitation. Oui, un dernier mot pour vous dire que le Grand Bleu s'invite aussi à l'Académie du Climat les 15, 16 et 17 mai prochains. L'océan sera en effet au cœur du 22e Forum international de la météo et du climat, un rendez-vous annuel qui permet de s'informer sur le changement climatique par des ateliers, des conférences et des expositions. Vous y retrouverez des témoignages de journalistes, de scientifiques ou encore d'explorateurs, à l'image de Jean-Louis Etienne, le parrain de cette édition 2025. Merci Timéo. Sans transition, dirigeons-nous vers notre conte de Monte Cristo. À nous, Antoine. De l'encre à l'écran, Flash Culture s'intéresse aujourd'hui aux adaptations littéraires au cinéma. Emilia Pérez a reçu 7 Césars, dont celui du meilleur film de 2024. Le Comte de Monte Cristo se place à la deuxième place du box-office de cette même année, L'Amour ouf à la 5e et d'une deuxième partie à la 7e. Ces films ont marqué l'année 2024, tout comme Pauvre créature, La zone d'intérêt, La couleur pourpre ou Argile. Tous ont été adaptés ou du moins inspirés de livres. Il y en a beaucoup. Et c'est normal, le site Babelio répertorie pas moins de 3205 films tirés de livres, et selon une étude de Bearing Point pour le CNL en association avec le SCLEF et le CNC, une œuvre audiovisuelle sur 5, film, série, qui sort en France, est adaptée d'un livre et constitue 33% des entrées en salle de cinéma. Ils se sont concentrés sur les années 2015 à 2021 et démontrent l'importance grandissante de l'encre sur la pellicule. Durant cette période, les séries issues d'œuvres littéraires ont augmenté de 112%. L'étude précise que le 21e siècle est le plus sollicité et que le genre jeunesse-animation se distingue dans la catégorie. En France, nous sommes les premiers producteurs d'adaptation avec 13% des productions cinématographiques et audiovisuelles tirées de livres. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, mais parlons de lettres. Elle vient d'où cette envie d'adaptation, de concrétiser le récit littéraire en images ? Eh bien, le premier film tiré d'un livre est supposément Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1902, qui s'inspire des romans De la Terre à la Lune de Jules Verne et Les Premiers Hommes dans la Lune de Herbert George Wells. Je dis supposément car ici la littérature n'est qu'une inspiration pour Méliès et il est dur de connaître avec précision la première véritable adaptation, car certaines œuvres ont été perdues. La mort de Nancy Sykes, en 1897 notamment, est adaptée de Les Aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens, mais avec une certaine liberté car ne prend pas Oliver Twist comme protagoniste, mais le méchant de l'histoire. En revanche, ont été conservés A Christmas Carol, datant de 1901, réalisé par Walter R. Booth, et adapté du conte de Charles Dickens, ou encore le court-métrage muet Alice au Pays des Merveilles, réalisé en 1903 par Cecil Hopworth et Percy Stowe, et inspiré bien sûr du livre éponyme de Lewis Carroll. En tout cas, toutes ces œuvres démontrent que ce phénomène n'est pas nouveau et au contraire ont même forgé les prémices du cinéma. Loin d'être devenu ringard, il a traversé les âges pour arriver à nos jours où près de 32% des œuvres audiovisuelles coproduites par les plateformes de vidéos à la demande sont des adaptations de livres. Parmi les auteurs les plus adaptés, Jules Verne avec une 30aine d'œuvres a eu la chance d'en voir certaines. Agatha Christie, en plus du théâtre, a inspiré de nombreux films et téléfilms policiers. Stephen King a inspiré des films d'horreur, mais aussi d'autres genres, comme La Ligne verte, avec 37 films. Et Cocorico, Alexandre Dumas compte de récentes adaptations avec Les Trois Mousquetaires qui ont eu 31 films et Le Comte de Monte Cristo avec 32 films. Le boss reste William Shakespeare avec plus de 300 adaptations, c'est colossal, dont 80 inspirées du tragique Roméo et Juliette ainsi que 50 issues de Hamlet. De nombreuses et célèbres sagas sont des adaptations. Bien sûr, Harry Potter, dont le succès commercial s'élève à 7,7 milliards de dollars au box-office mondial, est devenue l'adaptation la plus rentable de l'histoire. Le Seigneur des Anneaux, avec son 3e volet, Le Retour du Roi, devient la plus récompensée avec 11 Oscars pour 11 nominations en 2004. Si parfois les œuvres essayent d'au mieux rester fidèles, souvent des libertés sont prises comme Forrest Gump, dans lequel originellement Forrest devient astronaute et rencontre un sage qui parle, entre autres. Parfois ces libertés sont mal reçues par les auteurs. Stephen King par exemple dit avoir détesté en tant qu'écrivain l'adaptation de Shining en 1980 par Stanley Kubrick, qu'il trouvait infidèle à l'esprit du livre. Il écrira, produira et supervisera la réalisation de sa propre adaptation en mini-série en 1997, mais nettement moins connue.
En France aussi, la BD Astérix et Obélix est fréquemment adaptée, mais depuis Mission Cléopâtre en 2002, les ayants droit ont resserré les prérequis des adaptations, donnant lieu à des œuvres assez mauvaises et mal reçues. A l'inverse, les auteurs peuvent adorer l'adaptation. Chuck Palahniuk, pour Fight Club, s'est dit impressionné de la fin du film et a accepté les divergences du film comme le compte à rebours de la bombe, par exemple, élément cinématographique. Le succès et la multiplication montrent d'abord un intérêt grandissant et insatiable des spectateurs pour ces œuvres, mais aussi l'envie des réalisateurs de figer par la caméra la vision de leur lecture, pourtant propre en théorie à l'imaginaire de chacun. Non seulement cela permet de faire perdurer de vieux récits qui auraient pu prendre la poussière, mais aussi et surtout ces adaptations sont l'occasion de faire découvrir des livres. 65% des ouvrages ayant fait l'objet d'une adaptation cinématographique ou audiovisuelle ont enregistré une augmentation de leur vente en format papier dans l'année suivant leur diffusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des films aussi sont adaptés en livres. La Bibliothèque Rose, notamment, se concentre depuis les années 2000 à la novélisation, soit l'adaptation en roman, de séries télévisées et de films. Et comme ça, la boucle est bouclée. Merci Antoine. Et il est temps de passer au billet de l'écho d'Eugénie Villemé, notre présentatrice du jour. La guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde prend un tournant radical. Donald Trump frappe un grand coup avec une taxe de 25% sur toutes les voitures importées aux États-Unis. Une mesure qui, sous couvert de protectionnisme économique, risque d'avoir des répercussions profondes, notamment sur les alliés les plus proches des États-Unis. Derrière cette décision, un objectif clair. Forcer les constructeurs automobiles à produire davantage sur le sol américain et réduire le déficit commercial du pays. Mais qui va vraiment payer la note ? Si l'on regarde d'abord l'Amérique du Nord, les industriels mexicains et canadiens risquent gros. Depuis les années 1960, les États-Unis, le Canada et le Mexique forment un marché automobile très intégré, où les pièces détachées traversent les frontières à plusieurs reprises avant qu'un véhicule ne soit assemblé. Or, si une voiture construite au Mexique ou au Canada contient des pièces fabriquées aux États-Unis, seule la valeur des pièces non américaines sera taxée. Un soulagement partiel, mais qui ne suffira pas à éviter un choc violent pour ces économies. Au sud, le Mexique est particulièrement exposé. De nombreux constructeurs comme Volkswagen, Stellantis ou Nissan y ont installé des usines pour bénéficier d'une main-d'œuvre moins coûteuse et exporter vers les États-Unis. Au nord, le Canada exporte près de 4 millions de véhicules par an vers son voisin américain. Si la taxe est maintenue, c'est toute l'industrie automobile nord-américaine qui pourrait vaciller. L'Europe n'est pas épargnée, notamment l'Allemagne, qui envoie chaque année près de 450 000 voitures aux États-Unis pour une valeur totale de 52 milliards de dollars. Les marques premium comme Mercedes, BMW et surtout Volkswagen, qui exportent des Audi et des Porsche assemblés en Europe, vont voir leurs coûts exploser. Bloomberg Intelligence estime que Porsche et Mercedes pourraient perdre jusqu'à 25% de leurs bénéfices rien qu'avec cette taxe. Et ce n'est pas tout. Avec un droit de douane à 25%, le prix des voitures européennes sur le marché américain va mécaniquement augmenter. Résultat, une chute des ventes estimée à 10%, voire plus, ce qui aura un effet domino sur toute la filière automobile européenne. Les constructeurs japonais et européens sont aussi en danger. Toyota, le numéro 1 mondial, vend environ la moitié de ses véhicules aux États-Unis. Son bénéfice opérationnel pourrait être réduit de 6% d'ici 2026. Chez Nissan, la situation est encore plus critique. Goldman Sachs estime que l'impact de la taxe pourrait faire plonger ses profits de 56%. Du côté de la Corée du Sud, Hyundai et Kia vont devoir payer jusqu'à 7 milliards de dollars de douane. Un coût énorme qui représente 40% de leurs profits opérationnels. Face à un tel choc, ces constructeurs vont-ils revoir leur stratégie et relocaliser aux États-Unis ? Mais dans cette guerre économique, certains sortent du lot. Tesla, qui fabrique toutes ses voitures aux États-Unis, s'affiche comme le grand gagnant de cette nouvelle taxe. Elon Musk n'a même pas manqué de rappeler que Tesla était le constructeur automobile le plus made in America. Ford aussi pourrait profiter de la situation comme il produit 80% de ses modèles sur le sol américain. Son pick-up vedette
150 deviendra encore plus compétitif face aux modèles étrangers. Si les pièces détachées restent exemptées de droits de douane, Ford pourrait même réussir à baisser ses coûts face à ses concurrents. Mais qu'en est-il des Américains qui veulent acheter une voiture ? Pour eux, l'addition risque d'être salée. Avec des taxes à 25%, le prix des véhicules importés pourrait grimper de 4 000 à 10 000 $ selon les modèles. Moins de choix, des voitures plus chères, de quoi ralentir fortement le marché automobile américain. Les analystes estiment que les ventes de voitures aux États-Unis pourraient chuter de 20%, soit environ 3 millions de véhicules vendus en moins. Une telle baisse risque d'impacter non seulement les concessionnaires, mais aussi tout l'écosystème automobile, y compris les fournisseurs et les équipementiers. L'objectif affiché par Donald Trump est de relancer l'industrie automobile américaine en forçant les constructeurs à relocaliser. Mais ce pari est risqué. Investir dans une nouvelle usine prend du temps et coûte des milliards de dollars. Et surtout, cette taxe ne survivra peut-être pas au prochain mandat présidentiel. De nombreux experts estiment que cette politique protectionniste pourrait se retourner contre l'économie américaine. Car si les prix augmentent et que les ventes s'effondrent, c'est toute la croissance économique des États-Unis qui pourrait en pâtir. Enfin, un risque majeur, celui d'une guerre commerciale totale. L'Union européenne prépare déjà des mesures de rétorsion avec des taxes sur certains produits américains. D'autres secteurs comme la pharmacie, les semi-conducteurs ou le bois pourraient aussi être touchés. En imposant ces droits de douane massifs, Donald Trump envoie un signal fort. Les États-Unis sont prêts à se refermer sur eux-mêmes pour protéger leur industrie. Mais ce protectionnisme agressif pourrait bien avoir des conséquences imprévues, non seulement pour le commerce international, mais aussi pour l'économie américaine elle-même. Alors cette taxe de 25% est-elle une mesure efficace ou une bombe à retardement ? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le marché automobile mondial n'a pas fini de trembler. L'actualité internationale à présent est le conflit en Ukraine qui reste omniprésent ces dernières semaines. Une édition spéciale s'imposait pour mieux comprendre la situation entre l'Europe, l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. C'est donc le sujet du tour de presse de Théo. C'est sa plus grande volonté, sa détermination ultime, sa foi suprême, faire comprendre à l'Europe qu'elle doit prendre son destin en main. La gifle monumentale des États-Unis a bousculé complètement les plans européens et avec eux l'avenir de la planète. Zelensky, Trump, un match virulent qui a tourné à l'incendie général dans le bureau ovale, mais qui n'est finalement que la mise en scène du théâtre de guerre en Ukraine, dont l'acte final se trame sous nos yeux. Comme un changement d'air, le monde vacille, déséquilibré par les attaques de la Maison-Blanche, les trahisons en cascade ouvertement déclarée et la stratégie de communication d'un président américain tout-puissant. Si Trump ne centralise pas toute la pensée américaine, il en incarne une grande partie et cela pèse aux yeux de ceux qui souffrent. Après 3 ans de guerre intense contre la Russie, l'Ukraine est au bord du gouffre, entre fractures profondes avec le pays de l'oncle Sam et solidarité du vieux continent. Elle ne doit pas perdre, parce que sinon, c'est toute la crédibilité de l'Europe dans le monde qui s'effondrera. L'histoire s'écrit aujourd'hui, Ukraine, Russie, États-Unis, Europe, décryptage de ce nouvel ordre mondial. Barrages, soldats, bombes, mines, tirs, la liste est longue, c'est le quotidien de tous les Ukrainiens selon France 24. Quand les déplacements deviennent des épreuves, inutile de préciser que les tensions sont encore chaudes. La russification s'enracine et les contrôles de passeports sont systématiques pour les habitants. La propagande se déploie jusque dans les écoles des territoires occupés où Moscou impose son roman national et endoctrine la jeunesse. L'intégration qui est pour le Kremlin irréversible ne l'est au contraire en aucun cas pour Kiev. Selon RFI, Poutine évoque l'idée d'une administration transitoire sous l'égide de l'ONU, toujours dans son obsession d'organiser des élections et de vouloir la chute de Zelensky, un comble pour un dirigeant qui s'est autoproclamé président jusqu'en 2036 en modifiant la constitution, en détournant le processus électoral et en soumettant à son joug les oligarques, pas vraiment démocratiques donc. Cette stratégie de Moscou est plutôt claire pour beaucoup de fidèles du régime, à commencer par Vladislav Surkov, véritable idéologue de la politique de Poutine, qui s'est pour la première fois entretenu avec l'Express. Selon lui, je cite, « L'Ukraine est une entité politique artificielle composée de 3 régions différentes
qui ne se sont jamais parvenus à s'entendre. La guerre en Ukraine permettra de séparer le russe et l'anti-russe. C'est une vision froide, presque inhumaine, qui scelle les dernières ambitions de l'Ukraine. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis aurait pu permettre de les sauver, mais c'est la Russie qui a su en tirer les bénéfices. De la Russie à l'Amérique, il n'y a qu'un océan, et pourtant le fossé reste béant. Théo. Effectivement, les États-Unis de Trump ne se laisseront pas faire face à leur ancien rival de la guerre froide et la Russie tentera de sauver son économie. La conversation téléphonique du 18 mars peut résumer à elle seule toute la complexité et l'ambiguïté des relations bilatérales. Le Courrier international rassemble les commentaires de plusieurs journaux européens sur la discussion. La Russie impose une trêve limitée aux infrastructures énergétiques quand les États-Unis voulaient en profiter pour installer une trêve globale. Poutine a supplié son homologue de freiner l'aide militaire occidentale, selon l'Express, un appel au secours implicite d'un pays qui souffre d'une économie muselée. Les accords de Riyad ont été fondateurs, mais les relations entre les États-Unis et la Russie sont beaucoup plus complexes. D'un côté, Poutine se réconcilie habilement et répond positivement aux propositions américaines. De l'autre, Trump en pâtit sans doute le plus puisque ses ambitions ont été rapidement court-circuitées par les manœuvres du Kremlin. Pour The Times comme pour Die Zeit, Poutine a imposé ses conditions et Trump s'y est plié. Pire encore, il a, je cite, vendu des concessions minimales comme des progrès pour la paix. Si l'Express axe davantage sur la bonne entente et les futurs matchs de hockey qui s'annoncent, les conséquences de l'appel historique entre les deux nations sont mitigées pour les journaux britanniques qui, eux, préfèrent valoriser les opérations militaires ukrainiennes en progression. L'Ukraine qui n'est pas restée les bras croisés à attendre des espoirs illusoires de la part de Washington. Washington est, au contraire, beaucoup plus dur envers Bruxelles, notamment en ce qui concerne l'armement. Alors, comment interpréter ce double discours ? Un seul mot pour dire beaucoup. SAFE pour Security Action for Europe a été présenté par la Commission européenne en réponse aux provocations trumpistes. L'Europe montre les muscles, en même temps elle y est bien obligée pour ne plus dépendre uniquement des armements américains. Le réarmement de l'Union européenne est au cœur des débats politiques. Selon Financial Times, la France veut financer une industrie européenne en déclin tandis que l'Allemagne s'y oppose. Le sommet du 6 mars a mobilisé l'objectif de 800 milliards d'euros, un véritable tournant. Tous les États, à l'exception de la Hongrie, sont unanimes pour muscler les capacités de défense. Pour le quotidien, c'est véritablement le clash du bureau ovale qui a réveillé une union endormie, maintenant prête à assumer la situation et à ne faire qu'un face aux géants américains. Néanmoins, les quelques points de divergence commencent à émerger entre puissance nucléaire et vulnérabilité des frontaliers de la Russie. L'équation est difficile tant la fracture Est-Ouest reste marquée. Beaucoup de pays craignent que derrière les discours, les promesses s'annoncent difficiles à tenir. Face à une Europe unie, la Russie tient toujours. Le bras de fer n'est-il finalement qu'en train de réellement commencer ? Alors c'est la question incontournable des relations Europe-Russie qui devient cruciale pour les pays du Nord. Beaucoup proposent de créer une nouvelle organisation, l'OTAN, alternative à l'OTAN, mais pour rassembler le cercle restreint des prochaines cibles de la Russie, à savoir les 3 États baltes, les 3 États scandinaves, Norvège, Finlande et Suède, le Danemark, la Pologne, l'Allemagne, jusqu'au Royaume-Uni. L'objectif est clair, montrer l'exemple dans l'aide à fournir à l'Ukraine. Une Grande-Bretagne qui joue aussi sur 2 tableaux en coopérant avec la France pour envoyer des équipes en Ukraine afin de déterminer le nombre de soldats européens dont Kiev aurait besoin et où les déployer. Les dirigeants européens ont convenu qu'il était irresponsable de lever les sanctions contre la Russie, mais certains envisagent d'autoriser à nouveau l'utilisation de mines antipersonnelles, comme le souligne France Info. L'urgence prime sur les traités européens et jusque dans les discours de propagande médiatique. Intéressons-nous à la France, où les ambitions du groupe Bolloré sont contradictoires avec les positions du gouvernement. L'arme médiatique de l'extrême droite, incarnée par l'empire de Vincent Bolloré, dénonce des supposées positions bellicistes de la part de l'exécutif, jusqu'à légitimer et même justifier les discours de Trump et de Poutine. Mais cette délicieuse campagne de propagande à la sauce russe est encore bien loin de porter ses fruits. Alors s'il est enfin une chose à retenir de ce grand chamboulement de l'ordre mondial, c'est peut-être ce rapprochement franco-britannique comme un écho au churchillo-gaullisme qui pourrait faire changer la donne, ou du moins commencer à inverser la balance diplomatique. C'est une page inédite qui se tourne, un moment d'histoire qu'il faut prendre réellement au sérieux, parce que c'est tout l'avenir du monde qui est en jeu aujourd'hui. Merci Théo. Et maintenant, on se bouge avec Robin pour votre actualité sport.
On commence notre tour d'actu avec le sacre des Bleus du rugby dans le tournoi des 6 nations. Malgré sa défaite dans le crunch avec les Anglais, le 15 de France a réalisé l'exploit de l'emporter largement en Irlande avant d'assurer sa première place au Stade de France face à des Écossais impuissants. Les Bleus remportent le tournoi pour la première fois depuis 2022 et tiennent là un de leurs exploits les plus retentissants. Les Bleus, avec un EL, ont parfaitement entamé leur compétition en remportant leurs 2 premiers matchs. Le dernier match face à des Anglaises invaincues depuis 30 matchs dans la compétition sera déterminant. Scénario cruel pour Lou Jean Monod qui laisse échapper le gros globe de biathlon. Sa chute dans la course finale la prive de trophée au profit de l'Allemande Franziska Preuss. Nouveau duel fratricide entre les phénomènes Lebrun en finale des championnats de France de tennis de table. Cette fois-ci, c'est Félix qui l'a emporté sur son frère après une intense bataille, 4-7-3. Au tennis, Jakub Mensik, le jeune joueur tchèque, est la sensation du moment. Après un parcours maîtrisé, il n'a pas tremblé face à l'ogre Djokovic en finale du Master 1000 de Miami. En 2-7, 7-6, 7-6, il s'offre son premier titre majeur face à son idole de toujours. Sur le circuit féminin, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka ne souffre d'aucune contestation, remportant le trophée sans perdre un seul set de tout le tournoi. La saison de cyclisme est lancée et le Milan-San Remo, premier monument de l'année, a été remporté par Mathieu Van Der Poel, habitué des classiques, pour la seconde fois de sa carrière. Le 3e monument de la saison, ce sera Paris-Roubaix, juste à côté, dimanche 13 avril. C'est aussi le début de la saison de Formule 1. Les 2 premiers Grands Prix ont eu lieu et pour l'instant, ce sont les pilotes de McLaren qui virent en tête avec 2 succès. Fiasco total chez Ferrari qui nourrit pourtant de grands espoirs avec sa paire Hamilton-Leclerc. L'Olympique lyonnais est assuré de terminer la saison régulière de division 1 féminine en tête. Il faudra toutefois passer par des playoffs pour assurer le titre, une première après la réforme du championnat qui visait à le rendre plus attractif face aux soucis que rencontre le football féminin français. Mais la crise du football n'est pas que féminine. Absolument pas. L'ensemble du football français est en crise politique, financière et populaire. Droit télé, copinage, corps arbitral, incidents en tribune, corruption et gestion catastrophique. Le foot français brûle et Bruno Retailleau juge bon de remettre un peu d'huile en s'attaquant aux supporters quand il n'est pas trop occupé à batailler contre des bouts de tissu. Car la position des instances vis-à-vis des groupes ultras n'en finit plus d'inquiéter. Attention, si le terme ultra peut faire peur, il ne désigne en réalité que les groupes de supporters qui, par leur chant, animation et passion, enflamment les tribunes. Enfin ça, c'est plutôt pour les Montpelliérains, car oui, des incidents surviennent parfois en tribune. Le match Montpellier-Saint-Étienne, par exemple, a été arrêté pour des débordements qui ont provoqué un début d'incendie. Des supporters nantais ont plusieurs fois tenté d'envahir leur terrain et des affrontements entre groupes ou des chants insultants surviennent parfois. Mais dans la grande majorité des cas, les matchs se déroulent sans problème et les clubs sont bien contents de pouvoir compter sur leurs supporters les plus chevronnés pour animer les tribunes. La Ligue de football professionnel, la LFP, ainsi que les diffuseurs ne se privent pas d'utiliser les plus belles animations ultra dans leurs spots publicitaires et leur communication. Pourtant, depuis une bonne décennie, les groupes ultras sont sans cesse pénalisés par les instances, à travers des décisions punitives qui n'ont jamais vraiment produit d'effet, si ce n'est de rendre les matchs plus fades. Car, sans les groupes ultras, les Lens, Marseille et Saint-Étienne, que l'on dépeint comme les meilleures ambiances de France, ressembleraient davantage à des cimetières qu'à des temples du football. La ferveur, les émotions que l'on ressent dans les stades de foot, les ultras en sont les orfèvres. Interdiction de déplacement, fermeture de tribunes, amendes disproportionnées, les sanctions pèsent lourd mais n'empêchent pas les groupes ultras de s'accrocher à leurs activités. Récemment, les menaces de dissolution portées par le ministère de l'Intérieur à l'encontre de la Brigade Loire de Nantes et des Magic Fans et Green Angels de Saint-Étienne font basculer les sanctions dans un registre beaucoup plus grave. Ces 3 groupes font partie du patrimoine ultra français et il semblait impossible que quiconque vienne les remettre en cause. Face à ces décisions, les groupes ultras de tout le territoire se sont réunis autour d'un communiqué commun de l'Association nationale des supporters pour dénoncer ces menaces et annoncer une rupture dans le dialogue avec les autorités. Ce dialogue, il est mené sans relâche depuis des années par des représentants ultras constamment méprisés, instrumentalisés par les organes de décision qui, dans le cas de la LFP et de Vincent Labrune, ne se montrent cléments qu'avec les puissants et les plus offrants.
Dans les tribunes, justement, les banderoles communes fleurissent, les chants contre le gouvernement et la LFP se multiplient, mais la répression continue et les méthodes, elles, ne changent pas. Les groupes ultras sont utilisés comme une diversion des problèmes qui rongent réellement le football français, et ceux qui en pâtissent, ce sont inévitablement les acteurs qui rendent le sport vivant et les clubs qui rencontrent de profondes difficultés financières. La transformation du football en un produit marketing dénué d'émotion est déjà entamée depuis longtemps, mais avec ces menaces gouvernementales, la chasse aux sorcières prend une toute autre dimension et pourrait bien sonner le glas du supporterisme français. Cette chronique est dédiée à la Brigade Loire, aux Green Angels et aux Magic Fans, ainsi qu'à l'ensemble des groupes ultra français qui se mobilisent chaque semaine pour nous faire vivre les matchs avec ferveur. Merci Robin. Éveillons-nous maintenant avec Élise qui vous apporte votre dose vitale mensuelle de féminisme. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette chronique, nous allons aborder un nouveau concept, la norme gynécologique d'Aurore Korechlin, une sociologue française. Alors mesdames, messieurs, qu'est-ce que la norme gynécologique ? C'est l'idée que le suivi annuel d'une femme en gynécologie apparaît comme naturel. C'est l'idée plus précisément qu'une femme, dès son entrée dans la sexualité, doit suivre un suivi médical gynécologique, qu'elle ait ou non des problèmes vaginaux ou mammaires. La norme gynécologique repose sur deux sous-catégories normatives. D'un côté se trouve la norme contraceptive. Celle-ci implique qu'il est socialement attendu que les femmes hétérosexuelles qui entrent dans la sexualité doivent recourir à un moyen de contraception généralement hormonal. De l'autre se trouve la norme préventive, c'est-à-dire le fait d'avoir un suivi régulier, principalement pour les dépistages des infections sexuellement transmissibles, des cancers de l'appareil reproductif et des seins. Comment cette norme gynécologique s'est-elle mise en place ? Comment se diffuse-t-elle au sein de la société ? Dans son livre, Aurore Koechlin ne s'intéresse pas tant à comment la norme s'est créée, mais plutôt comment elle perdure. La sociologue française est claire, la norme gynécologique est transmise par la socialisation primaire et secondaire. En effet, les femmes sont socialisées à cette norme et ce, par plusieurs acteurs, les mères, les sœurs, les amis, mais aussi les maris ou les petits copains. En ce sens, la norme gynécologique représente un double travail pour les femmes. Elles doivent prendre en charge leur propre suivi et aussi endosser la charge mentale nécessaire pour assurer celui des femmes de leur entourage. Mais donc, quels sont les effets de la norme gynécologique sur les femmes ? L'angoisse. L'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Ce sentiment s'explique par le fait que les risques sont individualisés. Il revient en effet aux femmes de gérer les risques avant même qu'ils ne surviennent et de se montrer responsables. Il revient aux femmes de gérer les risques en se faisant examiner annuellement, même quand l'envie n'y est pas ou que la nudité effraie. On parle alors de violence gynécologique. Il est difficile de mesurer ce qui constitue une violence gynécologique, étant donné qu'il peut y avoir un décalage net entre la violence ressentie et la visibilité sociale de cette violence. Ainsi, plutôt que d'apposer une définition fixe aux violences gynécologiques, Koechlin s'intéresse plutôt à démontrer quelles conditions rendent possibles les violences gynécologiques. Parmi celles-ci se trouve notamment la normalisation de la douleur. C'est cette idée que la souffrance des femmes n'est pas grave, qu'elle va dans le sens du schéma reproductif. C'est la même chose pour les règles, tu as mal pour donner la vie. Ou pour l'accouchement d'ailleurs, tu as mal parce que tu donnes la vie. La souffrance n'est pas anormale, puisque c'est le rôle de la femme, de la mère ou de la future mère de souffrir. À ce propos, Dieu lui-même l'a dit, « Je rendrai très grandes tes souffrances et ta grossesse ». Aurore Koechlin termine sa thèse en évoquant les décrochages de la carrière gynécologique de plus en plus nombreux. En effet, aujourd'hui, plus d'un tiers des femmes entre 18 et 25 ans ne vont pas chez les gynécologues. On pourrait penser que ces décrochages sont liés à la démocratisation de la parole féminine ou bien à la montée du féminisme. Or, la sociologue montre que cette dynamique est bien plus complexe et bien plus paradoxale qu'il n'y paraît. C'est la remise en question de la pilule contraceptive et plus largement la critique de la prise d'hormones qui accompagne cette dynamique de décrochage. Mais attention, comme le montre Aurore Koechlin, il ne s'agit pas de comprendre cette critique de la prise d'hormones comme une volonté de retour au naturel, mais comme le résultat d'une trop bonne intégration des normes médicales. En effet, c'est en étant en phase avec le discours médical de diminution des risques que les patientes en arrivent à remettre en cause les risques engendrés par la prise d'hormones. En d'autres termes, la dynamique de décrochage n'est pas réellement liée à une attitude féministe, mais à une intériorisation de la responsabilité médicale.
Les moyens de contraception hormonaux et leurs effets étant de plus en plus critiqués et considérés comme dangereux, les femmes se tournent vers d'autres moyens pour assurer leur santé. L'ouvrage déconstruit donc avec une grande finesse une norme sociale qui touche les femmes dans leur intimité. Il permet, une fois qu'on l'a lu ou qu'on en a compris les grandes lignes, de s'émanciper de cette carrière gynécologique ou alors de se l'approprier pleinement. Je tiens à préciser que cette chronique ne vise pas à hiérarchiser les moyens de contraception, mais d'expliquer des concepts sociologiques afin que nous comprenions mieux pourquoi nous agissons comme nous le faisons et d'avoir des moyens conceptuels pour décider plus librement de nos actions. Merci de m'avoir écouté. Merci Élise. Il est l'heure à présent de retrouver l'édito politique avec Antoine. Et aujourd'hui Antoine, tu nous proposes un édito politique sous la forme d'un coup de gueule. Irresponsable, lunaire et hors sol, voilà 3 mots qui viennent résumer la proposition de l'ancien ministre et actuel député macroniste Guillaume Kasbarian. Sa mesure est simple, faciliter l'ouverture des débits de boissons en zone rurale. Pour ce faire, le député a ainsi proposé d'étendre l'accès à la licence 4, licence qui permet de vendre pour une consommation dans un bar de l'alcool à plus de 18 degrés dans toutes les communes de moins de 3500 habitants. Cette proposition de loi a ainsi été soumise aux députés de l'Assemblée nationale le 10 mars dernier. On pourrait alors facilement imaginer qu'à l'instar du débat sur la réforme des retraites ou encore sur la question de l'aide à l'Ukraine, les députés se soient à nouveau étriés, qu'une franche opposition se soit manifestée. Mais détrompez-vous, les députés savent aussi trouver des consensus sur des sujets qui leur tiennent à cœur et l'ouverture de bistrots semble en faire partie. Au final, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi avec 174 voix favorables et seulement 2 voix contre. Avec une petite précision toutefois, 2/3 des députés étaient absents au moment du vote. Alors comment justifier une telle mesure ? Eh bien pour Guillaume Kasbarian, il en va de la lutte contre l'exclusion. Les bistrots constitueraient ainsi, je cite, des espaces de vie, de rencontres et d'échanges, des points de ralliement où les liens se tissent et où la solidarité s'organise. Certains députés sont même allés encore plus loin dans leur analyse. Les bistrots seraient des instruments de prévention dans la lutte contre l'alcoolisme. Vous l'aurez compris, toutes les justifications sont bonnes à prendre, même les plus paradoxales. Et donc Antoine, quels enseignements tirer de ce projet de loi ? Eh bien pour commencer, il serait peut-être pertinent de rappeler à M. Kasbarian et à ses soutiens quelques chiffres. Chaque année, la consommation d'alcool est à l'origine de 49 000 décès par an en France. Et ce n'est pas tout, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a estimé que le coût social de l'alcool en 2023 était de 102 milliards d'euros. C'est 13 fois moins pour les drogues illicites. Alors que Michel Barnier puis François Bayrou recherchaient à faire 60 milliards d'euros d'économies pour le budget 2025, il aurait peut-être été préférable de s'intéresser au coût social de l'alcool plutôt que de siphonner les budgets des services publics. Mais sous couvert que la consommation d'alcool fait partie du patrimoine français, le gouvernement n'hésite pas à se plier au bon vouloir des lobbies. En témoigne par exemple la suppression d'une campagne par le ministère de la Santé sur le danger de l'alcool pendant la Coupe du Monde de rugby en 2023, suite à l'intervention de plusieurs groupes de pression. Alors certes, Guillaume Kasbarian n'a pas totalement tort sur un point, il est essentiel que les habitants des zones rurales puissent tisser des liens et que la solidarité soit retrouvée. Mais ce n'est pas le diagnostic qui pose problème, mais bien le traitement envisagé. Comment le député peut-il faire l'apologie des bistrots et de la consommation d'alcool qui en est liée comme solution au déficit de solidarité en zone rurale ? Car le résultat immédiat de cette mesure est limpide, la consommation d'alcool fort sera facilitée et avec elle son lot de conduites violentes, car les addictologues sont unanime, l'alcool est une drogue et selon une étude, le simple fait de consommer de l'alcool 1 à 2 fois par mois augmente le risque d'être auteur de violence. Autrement dit, développer les points de vente d'alcool, c'est aussi accentuer le nombre de violences dans le cadre intrafamilial et ce, surtout quand on sait que l'alcool est présent dans plus d'un féminicide sur 2. À noter que le président de l'association Addiction France, Bernard Basset, s'est dit totalement opposé au projet de loi. En conclusion, et si le député Kasbarian tient vraiment à restaurer le lien social et à lutter contre l'exclusion dans les zones rurales, il ferait mieux de s'intéresser au cas des services publics qui, contrairement à la consommation d'alcool, favorisent réellement la cohésion sociale. Quand il est acté que 6 000 médecins manquent dans nos campagnes, que 62% des communes n'ont plus de commerce, qu'un bureau de poste ferme chaque semaine et qu'un professeur manque dans au moins 56% des collèges et des lycées français, la priorité ne devrait en aucun cas être accordée au bistrot. Mais pour ce faire, il faudrait déjà que les politiques en prennent conscience. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Messieurs et mesdames les politiques, réveillez-vous. Merci Antoine.
Et pour finir, notre troisième Antoine enfile sa casquette d'historien pour vous conter la période moderne japonaise. Bonjour à toutes et à tous. En ce 31 mars 2025, nous célébrons les 171 ans du traité de Kanagawa, qui marque l'ouverture du Japon sur le monde et le début de son histoire moderne. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous nous envolons pour le pays du soleil levant pour découvrir l'histoire moderne de ce dernier. Bien évidemment, je ne vais raconter qu'une infime partie de cette histoire, et par conséquent, je vous invite à faire vos propres recherches sur les sujets abordés. Notre histoire débute avec le fameux traité de Kanagawa. Pendant plus de 2 siècles, le Japon a vécu sous une politique d'isolement, connue sous le nom de Sakoku, traduisé pays fermé, instauré au début du XVIIe siècle par le shogunat Tokugawa. Mais Antoine, qu'est-ce que le shogunat ? Le shogunat était un régime politique militaire qui a dominé le Japon du XIIe au XIXe siècle. Dirigé par un shogun, un généralissime qui détenait le pouvoir réel, il reléguait l'empereur à un rôle symbolique. Le shogunat contrôlait l'administration, l'armée et les terres, s'appuyant sur une hiérarchie de seigneurs féodaux qu'on appelle des daimyos et de samouraïs. C'est un peu le système féodal du Moyen-Âge européen, mais appliqué au Japon, avec un seigneur qui s'appuie sur d'autres seigneurs qui s'appuient eux-mêmes sur des chevaliers. C'est le shogun Tokugawa qui instaure la longue période d'isolement du Japon. Le système du Sakoku interdisait presque tout contact avec l'étranger, limitant les échanges commerciaux à la Chine, la Corée et les Pays-Bas via le port de Nagasaki. Cette fermeture permit au Japon de maintenir sa stabilité interne, mais l'empêcha aussi de suivre les avancées technologiques et économiques du reste du monde. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique le principe des ères au Japon. Les ères au Japon, appelées Nengo, sont des périodes marquées par le règne d'un empereur. Chaque empereur inaugurant une nouvelle ère avec un nom symbolisant des aspirations positives. Depuis l'ère Meiji, une seule ère est associée à chaque empereur, l'actuel étant Reiwa. Avant l'ère Meiji, le système des Nengo permettait de changer d'ère plusieurs fois sous un même empereur, souvent pour marquer un événement majeur, catastrophe, présage, réforme. Ce système, inspiré de la Chine, était utilisé depuis 645, avec l'ère Taika comme première officiellement reconnue. Mais revenons au XIXe siècle. Les puissances occidentales, en pleine expansion coloniale, cherchent à ouvrir de nouveaux marchés en Asie. En 1853, une flotte de navires de guerre américains, commandée par le commodore Matthew Perry, fit irruption dans la baie d'Edo, à Tokyo, et exigea l'ouverture du pays sous la menace d'un bombardement naval. Face à cette pression, le shogunat Tokugawa signa en 1854 le traité de Kanagawa. Cette soumission forcée aux exigences étrangères provoqua des tensions internes entre les partisans du shogunat au clan favorable au retour du pouvoir impérial. Après une guerre civile qu'on appelle la guerre de Boshin, le shogunat s'effondra en 1868, marquant la naissance de l'Empire du Japon. Avec l'ascension de l'empereur Mutsuhito, le pays entra dans une transformation sans précédent, marquant le début de l'ère Meiji, traduisée par la période du gouvernement éclairé. Inspiré par les modèles occidentaux, le Japon se dote rapidement d'institutions modernes, une administration centralisée, une armée de type européen, un système éducatif modernisé et une industrialisation rapide. Le pays rattrape son retard technologique, industriel et institutionnel en quelques décennies. L'empereur fait adopter une constitution, la constitution Meiji, en 1889, qui établit une monarchie constitutionnelle avec un parlement et une structure gouvernementale proche de celle de l'Allemagne prussienne. Cette modernisation permet au Japon d'émerger comme une puissance montante en Asie. Est-ce que cette nouvelle puissance d'Asie va étendre son territoire comme les puissances européennes ? Oui, le Japon était désireux d'étendre son influence et il entre en guerre contre la Chine en 1894. Il ressort victorieux et annexe Taïwan. Mais c'est avec la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 que le Japon prouve sa puissance au monde entier. En affrontant et en battant la Russie, il devint le premier pays asiatique à vaincre une puissance occidentale moderne. La bataille navale de Tsushima démontra l'efficacité de la marine japonaise. Bon, après, il faut dire que la marine russe de la Baltique n'était pas au meilleur de sa forme. Le traité de Portsmouth permet au Japon d'affirmer sa domination en Corée et en Mandchourie. En 1910, la Corée sera finalement annexée. Le Japon a par la suite combattu aux côtés des Alliés dès 1914 dans la Première Guerre mondiale pour s'emparer des colonies allemandes du Pacifique. En 1926, c'est le début de l'ère Showa, traduisé par ère de paix éclairée, avec l'empereur Hirohito qui détient le record du plus long règne d'empereur et par conséquent d'ère de 1926 à 1989, soit 62 ans. Dans les années 30, le militarisme s'accentue. L'invasion de la Mandchourie en 1931, qui fait que le Japon crée un état fantoche, le Manchukuo, et l'invasion de la Chine en 1937. En 1940, le Japon s'allie à l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Le pays attaque la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, provoquant l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. En 1942, le Japon est vaincu à Midway, c'est le début de la fin de l'Empire du Japon.
Mais poussés par son fanatisme, les soldats sont envoyés mourir dans des charges suicides et jetant des avions kamikazes sur les navires américains. Comment expliquer un tel fanatisme ? Eh bien par l'éducation. Le but du système éducatif japonais était de former les garçons à devenir des soldats à l'âge adulte. Et le message était sans relâche inculqué aux étudiants japonais que la guerre était la plus belle des choses au monde, que l'empereur était un dieu vivant et le plus grand honneur pour un japonais était de mourir pour l'empereur. Les filles japonaises apprenaient que le plus grand honneur pour une femme était d'avoir autant de fils que possible qui pouvaient mourir pour l'empereur en temps de guerre. Finalement, en août 1945, après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki et l'invasion soviétique de la Mandchourie et de la Corée, le Japon capitule. À sa capitulation est mis en place le tribunal militaire pour l'Extrême-Orient pour juger les crimes commis par l'armée japonaise dans toute l'Asie du Sud-Est. Suite à cette défaite, le pays est placé sous occupation américaine. Durant cette période, d'importantes réformes sont mises en place pour transformer le Japon en une démocratie pacifique. La nouvelle constitution de 1947, toujours en vigueur aujourd'hui, fait de l'empereur une figure purement symbolique et interdit au Japon de posséder une armée offensive. L'empereur n'abdique pas pour conserver une continuité symbolique pour le peuple japonais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'empereur Hirohito a rencontré Mickey lors d'une visite à Disneyland en Californie en 1975 et aurait reçu une montre à l'effigie du personnage. Après la fin de l'occupation américaine en 1952, le Japon connaît une croissance économique spectaculaire. Le pays devient une superpuissance industrielle. En 1964, les Jeux Olympiques de Tokyo symbolisèrent son retour sur la scène internationale et marquent l'inauguration du Shinkansen, premier train à grande vitesse du monde. Les années 50 à 80 sont l'apogée de la culture japonaise avec la montée en puissance du manga. C'est l'époque de Osamu Tezuka, surnommé le père du manga avec son œuvre Astro Boy. Avant de conquérir le monde avec Dragon Ball, Akira ou Ghost in the Shell. Dans les années 90, c'est l'explosion des jeux vidéo avec Final Fantasy, Pokémon, Zelda, sans oublier notre plombier préféré, Mario. Et aujourd'hui, comment se porte le Japon ? Le Japon est la 3e économie mondiale et un leader dans des domaines comme l'électronique, la robotique et l'automobile. Le pays a été touché par la catastrophe de Fukushima en 2011, un grave accident nucléaire classé au niveau 7 de l'INES, à titre de comparaison c'est pareil que Tchernobyl. Cet événement a eu des conséquences environnementales et humaines importantes liées aux déchets radioactifs. Mais le Japon est aussi hanté par son passé, notamment son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sanctuaire de Yasukuni honore les soldats, y compris des criminels de guerre, et le gouvernement évite encore aujourd'hui d'aborder certaines questions historiques sensibles. En 2019, l'empereur Akihito a abdiqué en faveur de son fils, Naruhito, ouvrant l'ère Reiwa, l'ère de la belle harmonie. Entre tradition et modernité, le Japon continue d'exercer une forte influence mondiale, attirant un nombre croissant de visiteurs, avec 36,9 millions de touristes en 2024. Et je terminerai ma chronique par un peu de culture. Désolé Antoine. L'auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Goldman vient d'écrire une chanson, On sera là, pour recueillir des fonds au profit du Bleuet de France qui vient en aide aux blessés de guerre, aux combattants d'hier et d'aujourd'hui, aux victimes d'actes de terrorisme, aux pupilles de la nation et aux veuves de guerre. Le titre sera dévoilé le 10 avril prochain à la salle Playel pour la 2e édition du concert solidaire Sentinelle d'un soir. Il sera interprété par le duo Ivar et Héloïse. Touché par la cause des Bleuets de France, Jean-Jacques Goldman a composé cette chanson comme un message de soutien aux militaires. Fidèle à son engagement que l'on retrouve dans ses titres comme Né en 17 à Leidenstadt ou Comme toi, il signe ici un nouvel hymne porteur de mémoire et de solidarité. Merci Antoine. Il est temps pour moi de vous remercier d'être resté jusqu'au bout de notre podcast. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez et souhaitez-nous bonne chance pour nos partiels. À très vite sur Tour d'Horizon.